On a donc deux intervenants qui vont nous rejoindre. Le premier, il est avec nous, c'est Lilian Petit. On va vous laisser avancer tranquillement. Lilian, merci d'être avec nous. On va rentrer dans le détail. Quels sont les métiers de l'e-sport et puis connaître un petit peu votre histoire. Bonsoir Lilian. Et puis à vos côtés, dans un deuxième temps, on va aussi recevoir Arnaud Soroy, recevoir par le biais de l'écran que vous voyez. Arnaud Soroy qui va nous faire une présentation du diplôme universitaire qui est fait à Poitiers. Bonsoir Arnaud, on vous retrouve dans quelques instants. On va découvrir un petit peu ce domaine de l'e-sport avec Lilian et puis on parlera bien évidemment de ce diplôme universitaire de Poitiers. Merci également d'être avec nous Arnaud. Lilian, alors j'ai un défaut, c'est que je suis fan de sport. Et du coup, que j'entends énormément parler ces derniers mois et même ces dernières années de l'e-sport. Alors au départ, c'est quelque chose qui paraît très loin, on a du mal à se focaliser dessus. Et puis on se rend compte que les plus grandes organisations sont rentrées dedans, que les plus grands clubs sont rentrés dedans. Oui, le sport est une entrée aussi par le e-sport. On a parlé jeux vidéo, on vient en complément presque, c'est des domaines qui sont assez proches. Est-ce que vous pouvez nous faire un petit état des lieux justement de comment se passe l'e-sport en ce moment ? Ça me fait un peu bizarre parce que je suis pas autant un artiste que la personne d'avant. Je suis plus un consommateur du coup de jeux vidéo. Mais à la limite, on peut peut-être commencer avec la petite vidéo pour vous montrer un petit peu à quoi ça peut ressembler des organisations d'e-sport. On va commencer par la présentation de la team Amazing. À droite, invaincu, 32 combats, 0 défaite, 28 KO, le capitaine Guilou. C'est bon, l'e-sport, comme tu disais, c'est tout récent. Tout le monde ne connaît pas exactement ce que ça va être et pour beaucoup, c'est un sport. D'autres, c'est pas un sport. Avant de dérouler justement, sport à part entière ou pas ? Vous allez nous le démontrer forcément, mais vous qui êtes dedans. Pour moi, c'est un sport à part entière. C'est justement, si on reprend un peu la définition de France eSport, on nous dit que du coup, c'est un ensemble de pratiques qui permettent aux joueurs de se confronter, mais virtuellement. Là où au foot, on va se confronter face à face, on va pouvoir se mettre un coup de boule s'il faut. Là, on va se mettre un coup de boule, mais derrière directement un écran. Et on a plein de similitudes un petit peu par rapport au sport, où on a cet aspect d'esprit de compétition, d'esprit d'équipe. Et puis aussi, j'aimais bien la définition du sport qui disait que le but du sport, c'est de développer une certaine motricité. Donc les footballeurs vont être très endurants. Là, sur certains jeux comme Valorant ou League of Legends, l'objectif, ça va être d'avoir des bons réflexes, d'être vif, d'être réactif. Donc j'aurais tendance à dire que l'e-sport et le sport, ça se ressemble beaucoup, oui. On a vu le côté engoumoisant de la chose, le côté un peu chaud à l'américaine avec la présentation façon MMA moderne. Juste avant de vous laisser dérouler, on voit que vous avez un magnifique masque Go Next également. On a parlé de la double casquette tout à l'heure, je me suis trompé, on aurait pu parler du double masque, parce que vous jouez forcément, mais c'est quoi Go Next et qu'est-ce que vous y faites ? Nous, on est une petite association bénévole sur Angoulême qui a pour objectif de regrouper des étudiants angoumoisins, mais pas que.
On a aussi d'autres joueurs qui viennent un petit peu partout de la France, même du Portugal ou de la Grèce plus récemment pour certains joueurs. Et l'intérêt, c'est de pouvoir participer aux compétitions majeures amateurs de certains jeux vidéo, spécialement League of Legends, Valorant et Rocket League, qui font partie des jeux qui fonctionnent le plus aujourd'hui en e-sport. Très bien, Lilian, mais on a hâte de découvrir. Mais globalement, moi, ce dont je voulais juste parler, on a fait tout à l'heure un petit point sur les chiffres des jeux vidéo. Faire pareil, mais avec les chiffres pour l'e-sport, pour montrer que comme les jeux vidéo, c'est une industrie qui marche beaucoup. On peut voir qu'à travers les dernières années, notamment peut-être grâce au Covid, qui a fait qu'on était tous un petit peu renfermés chez soi, on cherchait une nouvelle activité, l'e-sport a bondi et en pleine croissance. Et on voit que, contrairement, une des différences par exemple par rapport au sport, c'est que le sport, ce qui fait beaucoup marcher, on va dire, c'est les droits télé. Là, c'est beaucoup les partenariats qui font marcher l'e-sport et qui permettent du coup qu'aujourd'hui l'e-sport soit de plus en plus répandu. Et si on s'intéresse directement aux consommateurs, on voit que en 2018, on avait environ 5 millions de consommateurs d'e-sport. Là où en 2021, on a presque doublé en seulement 3 ans. On est là autour de plus de 9 à 10 millions de consommateurs en France d'e-sport. Quand je dis consommateurs, ça peut être joueurs, ça peut être aussi les spectateurs, ça peut être les supporters. Parce que oui, maintenant il y a des supporters, il y a aussi des salles qui se remplissent comme ça, où toutes les semaines, on y voit des spectateurs venir encourager leur équipe. Donc on se rapproche pas mal du sport et en dehors de ça, on peut voir récemment, notamment l'équipe, le magazine de sport en référence qui parle de plus en plus d'e-sport et notamment en 2021, ça va être des millions d'impressions sur les réseaux avec l'arrivée du joueur star européen qui a rejoint une équipe française. On se rapproche en plus des salaires qui nous paraissent exorbitants du sport où maintenant on a des joueurs e-sportifs qui gagnent 2 millions par an. Donc on copie progressivement le sport et on voit également par exemple la team Vitality qui est la team référence en France avoir des investissements à hauteur de 50 millions d'euros. Et puis on en entend aussi un petit peu parler, c'est aussi l'arrivée de l'e-sport aux Jeux Olympiques, donc avec d'autres jeux que ce qu'on présentait tout à l'heure. Mais c'est pour montrer que l'e-sport est en train de faire un bon gros bond lors de ces dernières années. Alors pendant très longtemps, j'ai fait une erreur. Je pense que je ne suis pas le seul. Enfin, en tous les cas, je l'espère. Sinon, je ne l'aurais pas assumé tout à fait pareil. Derrière e-sport, on s'attend finalement à avoir du FIFA, du PES et du jeu de basket. Quand on voit les titres là de l'équipe, justement, League of Legends, etc. E-sport, c'est vraiment le terme qui caractérise le joueur et non pas le jeu. Vous jouez à des jeux qui peuvent être des jeux de guerre ou en tous les cas d'immersion un petit peu. C'est pas que du sport. Hein. C'est vraiment votre rôle qui s'appelle le e-sport, mais les jeux pas forcément. Ouais, c'est ça. Autant par exemple le jeu dont je parlais, la Rocket League, on va dire que c'est un jeu de voiture. On mélange un jeu de voiture avec un jeu de foot, où c'est des voitures qui doivent marquer des buts. Donc on va dire on se rapproche de deux sports traditionnels. Autant par exemple League of Legends, ça n'a rien à voir. On est sur une carte où on a ces 5 personnages contre 5 personnages qui doivent réussir à grappiller des tours et à conquérir la base adverse. Donc ça n'a rien à voir avec des sports traditionnels. J'ai mis 8-0 en format amateur à FIFA. Est-ce que je peux espérer un jour aller titiller les... Non, est-ce qu'il y a un vrai gap honnêtement entre finalement ce qu'on peut pratiquer chez soi là encore, c'est un peu la question que j'ai posée à David tout à l'heure, mais comment on reconnaît un joueur plus finalement par rapport aux autres, comment il se démarque? Est-ce que c'est quelqu'un qui joue tous les jours? Comment ça se passe? Autant quand je prends le meilleur exemple, je pense avec League of Legends, où League of Legends a maintenant 12 ans, et 12 ans aussi de championnat du monde, où on voit que le niveau est en train d'exploser d'année en année, là où les premières années, globalement, il était assez simple d'être reconnu comme étant un bon joueur. Là, maintenant, la concurrence est vraiment dure avec ça va être à la fois des influenceurs, à la fois des villes qui vont accompagner leurs équipes sportives. Et du coup, on se retrouve maintenant avec des équipes qui, avant, jouaient plus pour le plaisir le soir et cherchaient du coup à faire des performances, avec maintenant des joueurs qui sont à plein temps, qui font des 35 heures d'entraînement par semaine, avec un coaching staff qui est immense,
avec des préparateurs mentaux, des managers, des coaching, des coachs analystes. Et aujourd'hui, c'est beaucoup plus compliqué de se faire remarquer qu'il y a 5-6 ans où ça commençait tout juste, on va dire. C'est un métier à part entière, vous l'avez dit, on est encore au départ, même si ça a explosé ces dernières années. Est-ce qu'on a une idée un petit peu du chiffre, du nombre de personnes en France qui arrivent à en vivre pleinement et pour lesquelles c'est leur métier, ou au moins un ordre d'idée? Est-ce que c'est quelques dizaines seulement? Est-ce que c'est plusieurs centaines? Comment on peut analyser le marché? Si je prends rien, par exemple, le jeu qui marche le plus, du coup League of Legends, en France, sur le circuit professionnel, on a du coup on va dire la Ligue 1, la Ligue 2 et après une ligue un peu plus amateur. Je sais que certains joueurs sont rémunérés en Ligue 2, mais c'est qu'en Ligue 1 où la rémunération, il me semble, commence à être obligatoire. Donc ça va être 500, 600 joueurs grand maximum concernant League of Legends qui vont être rémunérés. Après, il y a des tas d'autres jeux e-sportifs, mais du moins, c'est ceux qui marchent le plus. Et c'est 500, 600 joueurs parmi des milliers, des dizaines de milliers qui cherchent à se faire voir et justement se faire approcher par ces équipes-là. On a parlé de l'association, on a parlé du métier. Vous, concrètement, est-ce qu'aujourd'hui c'est votre métier à part entière? Est-ce que vous tendez à, ou est-ce que ça reste un loisir qui prend beaucoup de temps et beaucoup de passion? Aujourd'hui, ça reste un loisir. Avant, j'étais un joueur, mais je suis mauvais. Donc, c'est pour ça que maintenant, je me plais beaucoup plus à encadrer des équipes. Mais je me dis qu'avec ces expériences bénévoles, peut-être qu'un jour, j'arriverai à en vivre. Ce serait mon objectif. Et un petit peu avec le parallèle qu'on voyait tout à l'heure, avec le petit mind map sur tous les métiers de jeux vidéo. Mais justement, Nicolas Bézon avait fait une présentation sur tous les différents métiers qu'il existe dans l'e-sport. Et pareil, c'est un mind map qui est énorme, où on va avoir à la fois des personnes du domaine marketing qui vont pouvoir s'épanouir. Bon, évidemment, dans tout ce qui est développement informatique aussi, parce que tout ce qui est LAN, comme on a pu voir sur la vidéo, ça marche beaucoup. On va également avoir des managers, on va avoir des coachs, des joueurs. Et les joueurs, c'est qu'un petit métier parmi tous les métiers possibles dans l'e-sport. Justement, vous, le monde idéal, c'est quoi? De devenir coach, de devenir manager d'une équipe, dans les rêves les plus fous? Dans mes rêves les plus fous, j'ai surtout envie que mes joueurs arrivent à un jour être rémunérés et se faire voir. Plutôt que moi réussir à en vivre, j'aimerais réussir à ce que les personnes aujourd'hui que j'accompagne réussissent à en vivre. Si j'arrive à en vivre en tant que manager, ça me plairait très bien parce que je suis mauvais au jeu. On a vu le métier, c'est finalement un peu nouveau, donc il y en a qui sont arrivés sans formation ou autre, sauf qu'aujourd'hui ça commence à se structurer et on va revenir justement sur cette formation. Juste le temps de remettre la liaison avec Arnaud Soroy, notre prochain invité. Vous, votre formation, est-ce que vous avez eu une approche ingénierie, jeux vidéo ou pas du tout? C'est vraiment la passion qui vous a emmené là-dedans? Moi pas du tout, ma mère joue aux jeux vidéo, mon grand frère joue aux vidéos, donc je me suis mis aux jeux vidéo. Et mes études n'avaient rien à voir par rapport aux jeux vidéo. Mais oui, les écoles d'e-sport, de jeux vidéo et d'e-sport aussi sont en train de un petit peu ouvrir un petit peu partout, à l'image d'Angoulême ou à l'image du coup de l'école sur Poitiers, si je ne me trompe pas, c'est bien ça? C'est ça, exactement, que l'on va découvrir. On va, le temps de faire la liaison, présenter Arnaud Soroy, qui est donc notre quatrième invité ce soir en direct de Poitiers, les joies de la technologie. Arnaud qui va nous présenter le diplôme universitaire qui va être fait à Poitiers, comme vous l'avez dit. L'objectif, c'est de devenir e-sport manager. Mais Arnaud, il n'a pas que cette casquette-là, il est maître de conférences associé en management du sport et notamment co-responsable du DIU e-sport manager qui est en cours de création. On vous entend très bien Arnaud, bonsoir. On a eu une très belle approche métier de la part de Lilian qui nous a un petit peu ouvert les coulisses et ouvert les yeux sur ce qu'était le monde de l'e-sport. Arnaud, on l'a dit, c'est un métier qui est nouveau et qui dit nouveauté, dit aussi création de formation. Et c'est ce que vous essayez de mettre en place, alors à l'échelle de l'Université de Poitiers et aussi rattaché à l'un de vos collègues de Paris, c'est ça? Exactement. C'est un projet qui est né d'une collaboration de longue date. Alors d'abord, il faut que je dise d'où je parle, parce que moi je ne suis pas spécialiste e-sport, donc je préfère le dire immédiatement. On s'est un peu réparti des rôles pour cette formation, avec un spécialiste e-sport qui est Nicolas Besson de l'Université de Paris, et puis moi pour la partie plutôt sport avec l'Université de Poitiers, donc les STAPS pour les deux parties. Et en fait, moi je travaille sur le sport et le numérique, et on s'est retrouvés très régulièrement côte à côte sur différentes conférences, organisations, on a appris à se connaître.
à débattre aussi, parce que e-sport, je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de le faire, mais c'est toujours un débat intéressant aussi, pourquoi ce nom e-sport et d'où ça vient. Et au fur et à mesure, et notamment à travers les travaux de la chaire Sport Santé Bien-être de l'Université de Poitiers, on a commencé à travailler sur le territoire de Grand Poitiers, sur la question e-sport et santé notamment. Et la volonté du doyen STAPS de Poitiers, Aurélien Pichon, qui est aussi le président de la C3D STAPS, c'est-à-dire le président de tous les STAPS de France, a voulu qu'on réfléchisse à la création d'une formation sur l'e-sport, parce qu'il y avait des besoins, il y a un attrait assez fort de nos étudiants. Et ce qui s'est passé, c'est que on s'est rapproché avec Nicolas Besson, qui avait aussi la volonté de créer une formation à Paris. On s'est dit, voilà, on s'entend bien, il y a peut-être l'occasion plutôt de créer 2 formations, une à Paris, une à Poitiers, comme c'est 2 places fortes de l'e-sport en France, notamment sur Poitiers avec tout ce qui a été créé par le tissu associatif. Je pense notamment à Futurolan avec la Gamers Assembly. Et bien, l'idée, c'est de se dire, on va le faire ensemble. Et donc, on a créé la première formation universitaire en e-sport, qui ont un DIU, un diplôme interuniversitaire, e-sport manager. Cette formation, elle est déjà dans les cartons, elle est déjà écrite, pensée, dessinée, Arnaud. La première promo, elle va arriver à la prochaine rentrée, mais vous allez ouvrir finalement les candidatures assez rapidement. On a entendu le mot de STAPS il y a quelques instants. Est-ce que c'est l'une des passerelles qui peut permettre de mener à ce métier, ou est-ce que finalement on peut arriver d'un peu tous les secteurs ? Alors ouais, on va dire qu'on a 3 grandes catégories pour intégrer la formation. Donc elle va ouvrir, les inscriptions seront ouvertes à partir d'avril normalement, et on commencera donc à la rentrée septembre-octobre. Ça sera une formation avec, donc c'est un diplôme universitaire, hein, interuniversitaire, mais c'est un DU, qui va se passer sur 140 heures de formation avec 5 sessions de 4 jours. Certaines à Paris, certaines à Poitiers, et peut-être qu'on en fera un peu ailleurs, mais ça reste dans les projets. Le public cible, c'est d'abord les professionnels du monde de l'e-sport pour venir bénéficier finalement de l'expertise aussi d'enseignants-chercheurs et d'autres professionnels du secteur de l'e-sport pour valider des compétences et développer des compétences. Le deuxième public cible, c'est des étudiants, et notamment potentiellement des étudiants en STAPS qui veulent se spécialiser dans le monde e-sportif. Et puis enfin, c'est à partir du niveau bac, on a voulu vraiment quelque chose de très, très large. Alors après, il y aura un recrutement. Sur la première promo, il y aura entre 10 et 20 personnes qui vont pouvoir intégrer la formation. Mais on voit bien aussi qu'on a des sportifs de haut niveau, par exemple, ou d'anciens sportifs de haut niveau, ou d'anciens sportifs professionnels, qui investissent le champ e-sportif. Et donc, on voulait donner aussi la possibilité à ce public-là d'intégrer la formation. Comment il répond justement ce monde professionnel, puisque c'est quelque chose que vous avez déjà mis en place, même si la première promotion n'a pas débuté. Je suppose que vous avez été un petit peu à la rencontre du territoire et de ce domaine de l'e-sport. Comment ils réagissent justement ces joueurs déjà en place, les équipes, les formations? Vous avez parlé de Futu, j'ai mangé la fin, qui doit se passer du côté de Poitiers. Comment réagissent les acteurs qui sont déjà ancrés finalement sur le e-sport, de voir arriver en plus dans la région ce type de formation? Alors, je peux même vous parler au niveau national, parce que c'est la première formation publique en France et la première formation universitaire sur le sujet. Il y a déjà, notamment sur la partie plus business, vraiment des formations privées qui sont montées, mais c'est la première formation publique qui va s'adosser aussi à la recherche et à toute l'expertise et l'expérience du sport pour le mettre aussi dans le monde e-sportif. Donc les retours sont très bons, justement parce que ça va permettre aussi de légitimer aussi un peu plus le secteur e-sportif. Donc on a la chance en plus, une des grandes institutions entre guillemets de l'e-sport en France, c'est France e-sport. Il y a différents regroupements, mais c'est celui qui rassemble l'ensemble de la communauté e-sportive. Et son président vient de changer, et il est de Poitiers, et c'est l'ancien président, c'est le président d'honneur de Futurolan qui organise la grande manifestation qui est la Gamers Assembly. Et il faisait partie du tour de table, parce qu'on a évidemment mobilisé des professionnels du secteur pour savoir s'il y avait un intérêt avant de décider de créer cette formation-là. Et donc on a des retours très positifs à la fois dans les institutions e-sportives et évidemment aussi dans les équipes avec lesquelles on échange.
Vous l'avez dit, ouverture des candidatures au printemps, entre avril et mai. On aura la première section finalement autour de septembre-octobre. Comment elle est construite cette formation? Je pars sur une formation de combien de temps? Vous l'avez dit en nombre d'heures, mais sur quel délai ça va s'étendre un petit peu? Et qu'est-ce que je vais y découvrir? Est-ce que c'est des modules? Est-ce qu'on part finalement d'une découverte un peu générale et on se spécialise après? Comment ça va se passer réellement? Alors, c'est ça, 140 heures de formation qui vont se décomposer sur 5 sessions pardon, de 4 jours. Ça va être des blocs, 4 jours à Poitiers, ensuite 4 jours à Paris, et donc on aura 5 sessions qui vont se dérouler entre septembre 2022 et juin 2023. C'est articulé sur 4 grands blocs. Le premier bloc, c'est la culture e-sportive, pour mettre à peu près tout le monde d'accord sur ce que c'est l'e-sport en France et dans le monde. Ensuite, on a un deuxième bloc qui est lié à la performance, réellement, et là on va pouvoir s'appuyer aussi sur tous les travaux des chercheurs plus spécialisés sur le sport et tout ce qui est transférable dans le monde e-sportif, mais aussi des travaux des chercheurs dans l'e-sport. Nicolas Besson, qui est co-responsable de cette formation avec moi, et fait partie de ces chercheurs qui sont spécialisés dans l'e-sport et qui sont en STAPS. Ensuite, on a un troisième bloc qui va autour de la question de la santé. Et enfin, un dernier bloc qui est plus ce qu'on a l'habitude de retrouver, qui va être autour du management d'équipe, du management humain dans le monde e-sportif, parce que là, on a la vocation de former des managers d'une communauté d'e-sportifs et d'e-sportives pour la performance. Donc voilà, sur les quatre blocs, culture e-sportive, performance, santé et management. Et les intervenants seront à la fois, ça va être très mixte, c'est à la fois des enseignants-chercheurs et des professionnels du secteur. Je vous rappelle, Arnaud, on vous avait malheureusement coupé le son, mais on a eu Lilian Petit qui est toujours à côté de moi, qui nous a présenté un petit peu aussi les facettes de l'e-sport. J'ai envie de vous faire rebondir justement, Lilian, je vous voyais acquiescer, faire signe de la tête au fur et à mesure que le déroulé était présenté par Arnaud. Il y a une vraie place en France pour ce type de formation et ça peut faire énormément de bien à la filière. Ouais, complètement, parce que les seules écoles aujourd'hui que je connais, c'est des écoles privées. Donc je sais que quand on sort d'une famille assez modeste comme la mienne, c'est pas envisageable. Quand je vois mon petit frère aujourd'hui qui est en terminale, qui a juste envie de se nourrir d'e-sport, et quand il va voir sa maman, enfin du coup ma mère aussi, et qui lui dit oui, cette école, j'ai envie de la faire, mais elle coûte sacrément cher. Mais déjà ça peut être une première un petit peu mise dans le bain sur la partie sportive, autre que la partie bénévole qu'il connaît déjà. Arnaud, c'est justement l'occasion d'ouvrir le champ des possibles à tous les types finalement d'étudiants. On n'a pas besoin de rentrer dans une école privée et d'arriver avec soit un bagage, soit des moyens importants. C'est aussi le moyen d'ouvrir un petit peu le champ des possibles. Oui, tout à fait. C'est vrai que alors, c'est peut-être par opportunisme, mais c'est une bonne raison, hein. C'est d'abord le secteur privé qui s'emparait de cette question de la formation dans le domaine de l'e-sport, mais sur un secteur très particulier qui est vraiment celui du business. Là, nous, on attaque davantage sur ce qui fait aussi le lien et le transfert entre sport et e-sport autour de la question de la performance. Il n'y a pas que celui-ci, mais aussi celui-ci. Donc là, ça, à la fois sur le sujet et puis sur le fait que c'est adossé à la recherche, ça ouvre de nouvelles perspectives dans la question de la formation, mais il faut que ça continue de se développer. Donc c'est intéressant. Nous, on a aussi la vocation d'être une référence au moins au niveau national, mais avec des collaborations internationales. On aura aussi des enseignants ou des professionnels, enseignants-chercheurs et professionnels qui vont venir de l'étranger. Donc il y aura aussi des cours en français et en anglais. Donc cette formation, elle a vraiment une ambition importante pour s'inscrire dans les prochaines années comme une référence. Je rappelle, Arnaud, que vous êtes également maître de conférence associé en management du sport. Justement, on entend ce terme de DU pour devenir manager e-sport. C'est des mots que l'on entend régulièrement. On a notamment le DU préparation mentale aussi qui est préparé au niveau de l'université de Poitiers. Quelle place ils ont justement dans le paysage de formation, ces DU qui sont quand même très spécialisés? On a l'impression que la place elle est de plus en plus importante finalement dans le paysage des formations. Oui, la volonté, c'est de pouvoir, et là je pense qu'on va réussir à le faire sur ce type de DU, mais l'idée c'est aussi de travailler de plus en plus sur la formation continue, la formation initiale pour les étudiants, c'est important, et on a des étudiants qui vont vouloir se spécialiser
moi j'ai certains étudiants qui font un master en management du sport, qui souhaitent avoir une couleur e-sportive sur leur CV pour intégrer ces structures-là. Donc ça va être leur choix d'aller compléter la formation. Je ne pense pas qu'aujourd'hui le marché soit mature pour avoir un master par exemple sur l'e-sport. Mais peut-être que c'est des choses qui arriveront à l'avenir. Après, sur les autres secteurs, c'est l'intérêt de pouvoir, tout en bénéficiant de l'expertise de l'université, notamment l'adossement à la recherche, c'est d'avoir des formations qui sont aussi ouvertes à la formation continue, donc à des professionnels qui à un moment veulent venir valider des compétences, développer des compétences, avoir une reconnaissance aussi universitaire de ce qu'ils ont appris à faire. Donc voilà, c'est effectivement quelque chose qui se développe. Il y a d'autres DU qui se montent à l'université de Poitiers sur le STAPS de Poitiers cette année. On voit, Arnaud, le magnifique logo STAPS sur votre survêtement. On avait coupé le micro une nouvelle fois, que je m'en excuse quand on en parlait avec Lilian Petit. J'ai mis un peu les pieds dans le plat, je lui ai posé la question, le e-sport, sport à part entière, ou pas. Vous, avec votre œil, votre expérience et la connaissance du secteur, notamment celui du STAPS et de la performance physique, c'est un sport à part entière? En fait, Nicolas Besson n'est pas là, souvent on intervient en binôme, mais on s'interdit de répondre à cette question-là, parce qu'on pense qu'on passe à côté du sujet. D'abord, ça dépend très clairement de la définition qu'on va prendre du sport, parce que on pourrait très bien avoir cette même discussion et on ne tomberait pas d'accord sur d'autres disciplines qui sont considérées officiellement comme du sport. Donc en fonction de la définition qu'on va donner du sport, on peut considérer l'e-sport comme un sport ou on peut l'exclure. Voilà, ce qui est important, c'est de voir qu'on avait une première partie qui était de la défiance vis-à-vis du monde e-sportif, qui continue aussi encore pour certains, hein. C'était même un débat en STAPS, et c'est un débat qui est intéressant, de savoir est-ce qu'il faut intégrer le monde e-sportif dans les STAPS. On a un deuxième temps qui est un temps peut-être de méconnaissance, c'est-à-dire par exemple, on pense que c'est les jeux vidéo de sport, les jeux de simulation de sport, etc. Donc quand on découvre que finalement ceux-là ils sont assez minoritaires, c'est pas que des jeux de foot et jeux de basket, au contraire, ils sont assez minoritaires. Puis un deuxième temps, on essaie de mieux comprendre le phénomène, la partie compétitive du jeu vidéo, sur le modèle calqué sur le modèle sportif. Moi, le petit clin d'œil que je fais dans le débat que je fais avec Nicolas, donc on porte ensemble ce DU, mais je le taquine souvent un petit peu en disant l'erreur, à mon avis, vient du nom. E-sport, c'est pas le bon nom. Parce que quand vous parlez de e-tourisme, de e-santé, c'est l'utilisation du numérique dans la santé, l'utilisation du numérique dans le tourisme. Et l'e-sport, moi c'est ce dont je parle le reste du temps, ce n'est pas l'utilisation du numérique dans le sport, qui peut être des objets connectés, de la data, des solutions numériques, des plateformes web, qui sont en train de se développer aujourd'hui, mais on ne peut pas utiliser ce terme-là parce qu'il est déjà pris par les gamers. Donc à mon avis, le nom un petit peu biaisé la réflexion de départ. On vous a entendu sans micro, acquiescer. Lilian, on a l'impression qu'on a tout résumé là-dessus. Il ne faut pas forcément vouloir rentrer dans des cases absolument. C'est quelque chose à part entière qui arrive. Ouais, c'est trop bien de résumer. Après, moi je suis, on va dire, un fan derrière de Nicolas Besson, donc j'ai essayé moi-même de m'inspirer de sa définition de l'e-sport sur notamment le site France e-sport. Donc je rejoins totalement ce que dit Arnaud. Ouais. Merci Arnaud. Alors je vous soupçonne Arnaud d'avoir été soudoyé par le SCUC et précisément par Nicolas Epinou en utilisant le terme de data. C'est l'occasion pour moi de glisser qu'on aura le plaisir de se retrouver sur une autre conférence au printemps entre le mois d'avril et le mois de mai de mémoire où on viendra justement sur la place du data et notamment dans le sport. Merci beaucoup Arnaud d'avoir été avec nous et de nous avoir présenté. Si vous avez la possibilité, mais ce n'est pas une obligation, je vous invite à rester avec nous Arnaud puisqu'on ouvrira après la séance de questions et certaines peuvent effectivement vous concerner. Merci Arnaud. Avec plaisir. On va d'abord le saluer et je vous invite à rester là aussi Lilian puisque les questions seront peut-être aussi destinées pour vous. On va saluer notre dernier invité qui lui aussi est derrière son écran, c'est Jérôme Dupire qui est avec nous. D'abord on va vous remercier Jérôme pour votre patience. Il y a un terme important, il y a une notion importante qui a été abordée tout à l'heure par Lilian et Arnaud est revenu dessus. C'est celui de s'ouvrir un petit peu à tous. Et derrière ce tous, alors on l'a vu sur un petit peu un critère familial, un critère financier. Vous êtes maître de conférence HDR en informatique, mais également cofondateur et président de Capgame. Et justement, l'inclusion fait partie de votre quotidien, Jérôme.
L'idée aujourd'hui, c'est de travailler sur l'inclusion des jeux vidéo au sens très large, hein. Quand je dis jeux vidéo, c'est le jeu classique, c'est les jeux solo, locaux, multijoueurs, en réseau, et évidemment la composante supplémentaire, enfin le déploiement supplémentaire qu'offre l'e-sport à l'intérieur de ça, et de faire en sorte que depuis l'objet jeu vidéo lui-même jusqu'à l'événementiel autour du jeu vidéo, dont l'e-sport fait partie, on arrive à progresser et à faire monter en compétence tous les acteurs pour permettre de plus en plus et de mieux en mieux à tout le monde, idéalement, de participer et d'avoir un pied dans cette expérience vidéoludique. On a présenté tout à l'heure Arnaud qui était du côté de Poitiers. Justement, on l'a dit, vous êtes cofondateur et président de Cap Game. Où est-ce que vous vous situez, Jérôme, et quel rayonnement sur le territoire vous avez, et quelles sont vos missions finalement? Alors, on est partout, fondamentalement et historiquement dématérialisé. On a été créé en 2013, enfin on a créé l'association avec 3 autres personnes qui étaient dans le périmètre de l'AFM Téléthon, donc l'association contre les myopathies, l'association française contre les myopathies qui organise le Téléthon que je pense tout le monde connaît. Et donc à 4, on a lancé l'association et principalement sur une idée de partager, de diffuser des connaissances qui étaient l'existence et les savoir-faire et les savoirs utilisés sur les matériels et les logiciels qui existaient déjà en 2013 pour rendre le jeu plus accessible. Donc c'était des périphériques adaptés, c'était des petits logiciels qui permettaient de contourner un petit peu certaines difficultés que connaissaient les joueurs. Et donc ce démarrage de l'association, historiquement, fondamentalement, il est dématérialisé. C'était un site web qu'on alimentait, qui était ouvert à tous et à toutes, et qui permettait de toucher un maximum de personnes. Aujourd'hui, on a gardé un peu cette philosophie. On a des membres et des acteurs de l'association et des actrices de l'association qui sont répartis en France, alors pas mal dans le nord de la France, dans le sud, vers Bordeaux, à Paris évidemment. Et on commence à avoir de bons contacts avec les quelques associations à l'international qui ont des périmètres un petit peu comparables à la nôtre. Donc oui, c'est à moitié pour plaisanter. C'est vrai on se déplace partout en France. On a déjà été à l'étranger pour animer des sessions de formation, de sensibilisation, des événements e-sport. On a un périmètre qui est assez large, qui a évolué depuis la création en 2013, qui aujourd'hui va toucher 5 domaines différents du jeu vidéo, encore une fois au sens très large. Le premier, c'est la veille technologique sur les solutions qu'on peut avoir, qu'elles soient logicielles ou matérielles, pour faciliter l'accès aux jeux vidéo pour les personnes en situation de handicap. Le deuxième axe, c'est le test des jeux vidéo grand public. Là, on va avoir des groupes de testeurs ou de testeuses en situation de handicap qui vont évaluer l'accessibilité des jeux et qui vont pouvoir rédiger un article, publier cet article sur le site web, et donc donner cette information de niveau d'accessibilité au pluriel de ce jeu particulier pour permettre à tout à chacun de voir comment il se positionne par rapport à ce jeu, ou comment il se positionne par rapport à ce jeu, et si on l'achète ou pas, si on va pouvoir y jouer ou pas, etc. Le troisième axe de la sauce, c'est de la R&D. On fait de temps en temps de la recherche ou du prototypage quand on identifie des situations qui sont des situations bloquantes pour lesquelles il n'y a pas a priori de solutions disponibles sur étagère. Et l'idée, c'est d'essayer d'initier une dynamique qui va vite être rebasculée sur l'industrie ou sur les gens dont c'est le métier que de fabriquer ou de distribuer des matériels, des logiciels, des solutions. C'est pas le nôtre, mais nous, on peut faire la petite étincelle de départ pour lancer un peu la machine. Le quatrième axe, c'est le consulting. On accompagne l'industrie du jeu vidéo, donc on est amené à faire des sensibilisations, des formations, voire à mettre à disposition des équipes de production des experts pour accompagner les studios dans la conception et le développement de jeux vidéo qui sont de plus en plus accessibles à de plus en plus de monde. Et donc faire monter en compétence un peu les professionnels, tous les professionnels dont Axel a parlé en introduction de cette conférence. Là, j'avais encore le son, donc j'entendais Axel. Alors, non, pardon, le consulting, le jeu vidéo, on fait l'industrie du jeu vidéo, mais on fait aussi l'industrie les professionnels du médico-social, parce que évidemment, dans le médico-social, il y a de plus en plus de personnes jeunes qui arrivent et qui sont en situation de handicap plus ou moins important, plus ou moins varié, et les professionnels aujourd'hui en place ne sont pas formés pour répondre à cette demande particulière de jeu vidéo. Le numérique est déjà un sujet un petit peu touchy, les écoles se mettent à jour au fur et à mesure, mais sur le jeu vidéo, c'est très nouveau, donc
on accompagne aussi les équipes du médico-social à être en capacité de répondre à des demandes de mise en accessibilité de jeux vidéo, du comment est-ce que je peux rejouer aux jeux vidéo après un accident, comment est-ce que je joue aux jeux vidéo alors que j'y ai jamais joué parce que j'étais en situation de handicap, etc. Et le dernier axe, évidemment, c'est sportif, où là on profite un petit peu de la structuration actuelle, depuis un certain temps, mais qui est encore tout à fait à jour. On parlait tout à l'heure de Francis Sport, mais évidemment c'est pas la seule association en place en France, c'est une des plus importantes et c'est celle qui a été un petit peu mandatée par le gouvernement à l'époque, mais il y a encore tout un écosystème chercher, qui est en train de se structurer. Et donc là, l'idée pour nous, c'était de mettre le pied dans la porte et de faire en sorte que on puisse d'ores et déjà imaginer ce que c'est qu'un, ce que doit être, ce que devra être un e-sport accessible ou inclusif. Les deux étant pas nécessairement obligatoires, enfin présents en même temps. Je m'explique, l'inclusif, ça veut dire que tout le monde peut participer indépendamment de ses capacités ou de ses profils. Accessible, ça veut dire qu'on va pouvoir rendre la compétition accessible, c'est-à-dire utilisable. On peut permettre à des gens d'y participer, mais ça peut être accessible à des personnes en situation de handicap moteur. Et elle pourrait, par exemple, ne pas être accessible à des personnes en situation de handicap visuel. Pourquoi cette distinction est intéressante? Par exemple, je file tout seul, après je vous promets, je m'arrête. C'est parfait. Accessible et inclusif, elle est importante, c'est que inclusif, on va chercher à mélanger les gens et systématiquement faire en sorte que tout le monde concourir avec tout le monde, que les différences de profil, de capacité ne soient pas un sujet et que des personnes en fauteuil roulant puissent participer à la même compétition que des personnes qui sont déficientes visuelles, qui sont sourdes, et puis des personnes qui ne sont pas du tout en situation de handicap. Accessible, ça veut dire qu'on va être en capacité de déployer une compétition, par exemple, qui va être accessible uniquement à un profil de personnes, les sourds, par exemple. Et donc que les sourds jouent ensemble et que les entendants ne puissent pas jouer avec les sourds. Et les deux sont importantes parce que ça vient d'une demande vraiment des personnes en situation de handicap qui disent des fois c'est important de favoriser l'inclusion parce qu'on a besoin d'être considéré à un niveau égal, à valeur égale, comme des humains, comme n'importe quel humain. Cette inclusion, elle est importante dans nos sociétés aujourd'hui, on doit la travailler. Mais on a des fois aussi envie de se retrouver entre pairs avec des personnes qui ont les mêmes codes, les mêmes enjeux, les mêmes problématiques, les mêmes envies, sans avoir ou sans être prêts parfois à être confrontés à d'autres populations qui ont d'autres profils ou qui n'ont pas les mêmes problématiques. Donc c'était important, nous ça a été un grand moment de changement et je remercie pour ça encore une fois Meyan Ngo, qui est la secrétaire générale de la Fédération française handisport, qui est une pote maintenant, mais qui m'a mis un bon taquet lors d'une table ronde comme ça. L'inclusion, c'était le truc absolument qu'il fallait favoriser. Et elle a dit non, l'inclusion c'est mignon, mais des fois moi je veux bien jouer avec des gens qui sont comme moi, en fauteuil roulant, IMC, et des fois j'en ai rien à foutre de l'inclusion. Donc maintenant on travaille sur les deux. La demande des gens qui sont en situation de handicap, je m'arrête. Et je vais vous relancer rapidement, Jérôme, parce que vous venez de souligner un point qui est très important. On a fait l'entrée finalement par le jeu vidéo. Capgame porte son nom, votre association porte son nom. Vous avez aussi élargi un peu finalement sur la fin de votre présentation. On parle d'inclusion par le jeu vidéo, mais c'est finalement quelque chose, l'accessibilité, plein de mots que vous avez utilisés. On peut les retrouver à l'échelle de la société, de la vie de tous les jours finalement. Est-ce que par votre association, vous arrivez à vous regrouper auprès d'autres associations qui défendent aussi le handicap, pas forcément par le biais de jeux vidéo, mais où vous arrivez finalement à amorcer de nouvelles choses? On a la chance aujourd'hui que le jeu vidéo, comme le disait Axel, soit un produit de premier plan, que ce soit culturellement, que ce soit quelque chose qui soit très ancré et aujourd'hui très accepté. On n'est plus 15 piges en arrière avec des problématiques de le jeu, c'est le diable, etc. Enfin beaucoup moins. Et du coup, c'est une porte d'entrée pour plein d'endroits en fait, le jeu vidéo. C'est une porte d'entrée pour l'éducation, c'est une porte d'entrée pour la communication, faire passer des messages, c'est une porte d'entrée pour le loisir, l'occupationnel, c'est pour la rééducation. En APA, typiquement un jour on va avoir des jeux vidéo dans les filières STAPS, c'est évident si ce n'est pas déjà le cas. Et donc le jeu vidéo, c'est une espèce d'objet générique qui va permettre de toucher plein de domaines, de porter plein de messages différents. Alors nous, on n'a pas vocation non plus, alors on s'en sort déjà pas trop à essayer de traiter tous les sujets
qu'on a décidé d'adresser spécifiquement sur l'accessibilité du jeu vidéo et les phénomènes d'inclusion autour. Donc on se diversifie pas forcément sur les aspects sociétaux en général, mais c'est vrai qu'on a évidemment une responsabilité, une action, même implicite, dans ce qui peut se passer autour, parce que quand on aide Slow Clap a travaillé sur l'accessibilité de Shifu, là, qui est sorti il y a quelques semaines, bah, on sait que derrière, il y a plus de gens qui vont pouvoir y jouer, donc il y a plus de gens qui vont pouvoir en parler, alors qu'avant, elles ne pouvaient pas en parler puisqu'elles n'avaient pas accès à ce jeu-là, et que de fait, il va se passer quelque chose au niveau de la vie de ces gens, et pas simplement au moment où ils jouent, mais de partager des moments de jeu ensemble, de partager des moments de discussion ensemble, d'échanger sur, je sais pas, l'expérience de jeu, les décors. Et donc le jeu vidéo est vraiment au cœur de nos vies. Le numérique l'est, le jeu vidéo aussi, évidemment. Et de ce fait, on va avoir des effets de bord qui vont être évidents en travaillant sur l'accessibilité et l'inclusion dans le jeu vidéo. Merci Jérôme. Je vous remercie une première fois pour votre clarté et votre sens de l'analyse sur, on l'a vu, quelque chose qui peut partir un peu dans tous les sens, et vous êtes parvenus tous à votre degré à rester finalement dans le cadre et à vous compléter les uns les autres. Merci Jérôme, merci Arnaud, merci aussi aux personnes qui étaient en présentiel. On vous souhaite une bonne soirée, on vous remercie aussi parce que vous arriviez finalement en fin de conférence, donc merci d'avoir attendu. Merci à vous qui étiez présents en physique ou en virtuel. Et puis l'idée, c'est que ces conférences Envie d'agir, elles se pérennisent. On vous a annoncé quelques dates, notamment celle du data au printemps. Il y en aura d'autres. On remercie aussi le Crédit Agricole. C'est l'occasion de faire un petit clin d'œil puisqu'on se retrouvera pour une soirée useful très rapidement. L'idée, c'est vraiment de mettre l'humain au cœur des rouages. Et bien évidemment, merci à l'ensemble des équipes ce soir qui nous ont accueillis ici au CNAM, et merci à l'ensemble du SCUC qui œuvre avec son local médecin, son épicerie sociale. Plein de belles choses que vous pouvez découvrir sur les réseaux sociaux et sur le site internet. Merci à toutes et à tous, à nos invités, à vous qui étiez présents, et à très bientôt pour de nouvelles conférences.